On dit que nous allons parler maintenant, parler cas réel. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, ce que vous vivez là, c'est l'antichambre du diable. Hein? C'est-à-dire, ce qui vous attend, ce qui nous attend, est indescriptible par son horreur. Dans la santé, dans l'éducation, dans l'emploi, etc. Dans l'investissement, dans la production, dans l'exclusion, dans la répression. Nous avons fait un topo sur la loi des finances. Nous attendons la loi sur la santé. Et pour les autres, nous sommes fatigués de traiter ces points par point là. Nous les avons déjà traités. Donc, chers compatriotes, ce que vous vivez là maintenant, c'est l'antichambre du diable. Ce qui nous attend tous en tant qu'Algériens est beaucoup plus crucial. La santé surtout. L'éducation, des frais de scolarité, etc. La capitalisation des retraites, on n'en parle pas. La réforme de l'assurance maladie, tout ça, tout. La santé. Cas réel, ces derniers temps, pas ces derniers temps, depuis maintenant une dizaine d'années, des appels au secours d'enfants et d'adultes algériens malades sont diffusés un peu sur le web. Un enfant qui demande une greffe, un enfant qui demande une intervention chirurgicale, un homme, une femme qui souffre d'une maladie chronique depuis belle lurette qui demande une prise en charge en France, etc. Mais, mis à part, peut-être, nous aimons donner des chiffres exacts ou bien estimer approximativement vrais. Mis à part peut-être quelques rares exceptions qui bénéficient de la solidarité ô combien majestueuse, extraordinaire des Algériens. Les autres continuent à souffrir. Des enfants qui souffrent, des enfants qui demandent à partir en Turquie, des enfants qui demandent à être pris en charge en France, un peu partout, etc. C'est dramatique, hein? Alors que un général, hein, caporalisé lui aussi par le roi de France, bénéficie de son droit à la santé. C'est un droit humain. Lui, le général, celui qui occupe Mouradia et ceux qui sont là-bas, etc., bénéficie, c'est un droit à la santé. Il est couvert par l'État algérien, par les monnaies internationales algériennes, par le dollar, l'euro, etc. Mais les enfants, non. Les parents qui souffrent, non. Les vieux et les vieilles qui souffrent, non. Voilà. Voilà un cas réel, un cas personnel, et le cas d'un ami, pour voir le niveau de dégradation de la santé en Algérie, du système sanitaire algérien, tout le système. Pas de soins de première ligne, pas nos frères et sœurs du Sud abandonnés, c'est cruel. Les industries sans protection des travailleurs, sans responsabilité sociale des entreprises, rien. Donc, service militaire de mai 84 à avril 86. C'est un autre service militaire. À Blida. L'instruction à Blida, à l'époque, donc le commandant d'école, c'est le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne. C'était lui notre commandant d'école. Il est passé de grade de commandant à lieutenant-colonel. Que Dieu lui pardonne le désastre dans lequel il a mené l'Algérie. Que Dieu lui pardonne. C'était notre commandant d'école. Coup d'État de 2017. Après l'instruction, nous avons été affectés pour une petite semaine de rien du tout. C'est un transit, on appelle ça un transit,
au service central de l'informatique de l'armée, à la défense nationale, hein, Tagarin. Et de Tagarin, nous avons été remutés à Blida, c'est-à-dire nous avons passé le reste de notre service militaire au siège de la première région militaire de Blida, à l'époque dirigée par le général Mohamed Ataïlia. À l'époque. Donc, nous avons travaillé dans le service informatique de la première région militaire dans des activités complètement bidantes, débiles, dégoûtantes. À l'époque, il y avait un général. Il y avait un et un seul général qui avait le plus haut niveau de reconnaissance, de patriotisme, d'intégrité, de probité et d'honnêteté. Il y avait un et un seul nom qui revenait, qui circulait, en termes de patriotisme, de probité, d'intégrité et d'honnêteté. C'était le général Hashmi Hajris, qui avait dirigé à un certain moment l'école de Cherchel, l'académie interarmes de Cherchel. Il a été oublié dans la première vague de généraux. C'était en été 84. Il y avait une promotion, une nouvelle promotion de généraux, dans laquelle le Hashmi Hajris a été inclus. Cette promotion a été appelée général comme ça, dans les blagues, hein, dans les diversions réelles, hein, diversions, mais qui avait une profondeur. Hein. Il appelait la promotion le général Hashmi Hajris. C'était le général qui avait la réputation d'être le plus intègre, le plus honnête, le plus propre, le plus croyant, le plus pieux, tout ce que vous voulez. C'était l'unique. Donc, en tant qu'élève à Blida, à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, nous l'avons déjà cité, il y avait un lieutenant, un ancien maquisard de 67 et 73, qui pourrait les 6 jours, du nom de Zerwal Mohammed. Zerwal Mohammed, nous ignorons, il est de l'Est. Il ne parlait qu'arabe. Maintenant, nous jurons devant Dieu que c'était le patriotisme qui marchait sur 2 pieds. C'est le patriotisme incarné. Il ne parlait qu'arabe, hein? Il ne parlait qu'arabe niveau ardoise. Hein? Il était notre instructeur d'armement. Wallahi l'azim. Quand on le voyait, tous les élèves l'appréciaient. Il était un peu déclingué, c'est-à-dire quand il veut lâcher quelque chose, il lâche. Mais c'était le patriotisme, l'honnêteté, la générosité, la modestie personnifiée, surtout le patriotisme. Voici un général et un lieutenant. Est-ce qu'il y a plus de généraux de la trempe de l'Hashmi Hajris? Est-ce qu'il y a plus d'officiers de la trempe de Mohamed Zerwal dans l'armée algérienne pour avoir cette dignité, cette audace de demander à ce qu'ils soient gérés par des hommes de ce type et de demander à ceux-là de partir? Voilà. Donc, il doit y avoir des généraux du type Al-Hajj Hajri, il doit y avoir des officiers du type Mohamed Zerwal, du genre, pour aider l'Algérie, s'en sortir. Donc, maintenant, notre objectif, maintenant, nous allons parler de la santé. Ils sont tombés malades. Truc banal, santé à l'estomac, lourd, gonflé, etc. Prise en charge, là, bon, dans l'armée, le premier diagnostic qui vous est fait, c'est le diagnostic appelé à l'époque le vispirine. Vispirine, c'est-à-dire, au lieu de dire aspirine, on dit vispirine. Vispirine, c'est-à-dire tu es en train de faire le vice, tu es en train de tricher
pour avoir de la permission, ou bien du repos dans l'infirmerie, ou bien à l'hôpital, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est le premier diagnostic, quelle que soit la maladie. Donc, bon, ça, pour nous, shérif, comme on dit, tu marches, tu parles, tu n'as pas de douleur atroce, etc. Tu as un ballonnement, ça va passer, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, là, à l'époque. Ça remonte à 85, 86. À l'époque, l'Arba'a Ouad Ben Slimane, c'était l'enfer. Bon, parce que le terrorisme en Algérie a commencé en 84. Hein. Donc, il y avait ça, donc, déserteurs. De déserteurs, il fallait passer à l'hôpital. La situation s'était un peu aggravée. Il fallait passer à l'hôpital Maillot à Bab el Oued. La prise en charge des malades. Parlons maintenant de la prise en charge des malades. Hein. Mais, portail, premier filtre. On appelle ça, en théorie, on appelle ça un premier filtre. Monsieur, je suis malade, je veux une consultation, etc. Non, pas monsieur, c'était un militaire à militaire. Militaire à militaire. Comme ça, ah non, malade, il faut que tu aies un papier, il faut que tu sois évacué par ambulance à partir de ton unité de stationnement, de ton unité de travail. C'est-à-dire, pour prouver que nous étions malades, il fallait qu'on ramène un papier et il fallait qu'on soit évacué par ambulance. C'est-à-dire, sans ce papier, sans l'ambulance, pas malade. Bon, pas grave. Astuce, astuce. Entrer à l'intérieur de l'hôpital Maillot, consultation, astuce, puis il fallait tricher. Il fallait utiliser d'autres moyens pour y aller. C'est immédiatement rentré, consultation. Le soir même, table d'opération. Table d'opération. Le médecin, du médecin au chirurgien, le chirurgien, ce soir, table d'opération. C'est rien, c'est deux fois rien. Docteur Ben Yahya, 86, l'hôpital Maillot de Blida. Vous aussi, vous étiez appelé, un officier de réserve. Chirurgien, Docteur Ben Yahya, nos salutations du Canada. Docteur Ben Yahya de la région de Sidi Aïch. Chirurgie, c'est grave ça. Ah, c'est grave. Ok, d'accord, c'est grave. Allons-y, chirurgie. Comme tous les chirurgiens qui se respectent, donc le mot est libre chez eux. Anesthésie locale ou générale? Générale, je vais dormir. Opérer. Le lendemain, refuser de sortir. J'ai refusé de sortir. Ouais, c'était un truc banal, hein, une incision d'abcès. 48 heures après, oui, maintenant je sors. Je repars à Blida, à la région, à mon bureau, pour informer mes chefs. Deux béquilles, bonjour tout le monde. Ça va, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai subi en intervention chirurgicale. Parce que ici, vous me dites que pas malade, etc., alors que je viens de subir une opération chirurgicale. Bon, ça c'est pour la prise en charge du malade. Bon, il y a les aspects anecdotiques et les aspects plus détaillés, ça c'est en privé qu'on raconte ça là. L'autre cas, ça c'est pour la prise en charge des malades. Comment sont pris en charge actuellement les malades en Algérie? Dans l'autre cas, l'enfant d'un ami était très, très malade depuis sa naissance. Soigné en Algérie, le traitement était stérile, la maladie était là, le problème était là. Tous les médecins,
toutes les consultations recommandées ont été faites par cet ami pour son enfant. Toutes les radios, tous les scanners, tout le baratin, tout il a là. Tout le petit quanti a été fait. Rien. Aucun diagnostic, aucun traitement n'a été positif. Le diagnostic il a été localisé. Lors de ses déplacements en France, cet ami prenait son enfant avec lui. En France. En France. Il l'a présenté devant les hôpitaux parisiens. Nous disons bien les hôpitaux parisiens. Monsieur, c'est un cas hyper grave. Et cet enfant est inopérable avant l'âge de 18 ans. Disons bien, c'est un cas très grave. C'est une maladie rare, quelque chose comme ça. Et cet enfant est inopérable avant l'âge de 18 ans. Il doit subir une intervention chirurgicale, mais après les 18 ans. Il rentre en Algérie. Ouais. L'enfant continue à souffrir. Il a trouvé des relations. Il a trouvé une relation vers l'hôpital Parné, à Blida. L'hôpital Parné, à Usende. Il nous a sollicité pour l'accompagner, parler un petit peu arabe, être à côté de lui, etc. Arrivé à l'hôpital Parné, procédure, ceci, cela, etc., 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 en moins d'une semaine, l'enfant a été pris en charge. En moins d'une semaine, l'enfant a été pris en charge par la clinique de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Parné. Monsieur, votre enfant va subir une intervention chirurgicale. À l'époque, l'enfant avait 7 ou 8 ans. Va subir l'opération chirurgicale. Nous allons la lui faire. Mais c'est une intervention chirurgicale hautement risquée. Il a pris la décision. Oui, allez-y. Hautement risquée. Le chirurgien de la clinique et du service pédiatrie de l'hôpital Parné, si nos souvenirs sont bons, qui s'appelle la Prairie, quelque chose comme ça. C'est le docteur Draoui, je pense. Si ce n'était pas le docteur Draoui, c'est le chirurgien qui travaille dans l'équipe du docteur Draoui. En tout cas, ces deux chirurgiens. Vous avez, bon, c'est en 95, 2005, 2015, 25 ans, 27 ans après, avec notre chapeau, notre considération, notre respect pour ce que vous aviez fait pour cet enfant. Donc, opération chirurgicale qui a duré 5-6 heures. L'intervention chirurgicale terminée, l'enfant sorti du bloc opératoire, salle de réanimation. Nous étions là-bas, nous avions peur. Le chirurgien refusait de nous dire ce qu'il avait fait, le résultat, parce qu'après 6 heures ou 7 heures de chirurgie, on devient fou, là. Donc, discrètement, l'ami de Chérif essaye d'avoir de l'information pour moi. Donc, discrètement, comme ça, auprès du réanimateur, en chef, de l'anesthésiste. Par ailleurs, le visage est là, hein, le visage est là. C'est des visages qu'on n'oublie jamais, hein. Ah, c'est une question. Une seule question. Est-ce que l'enfant respire? Oui. Merci. Alors, je reviens vers le père de cet enfant. Ton enfant respire. Alors, je l'ai abandonné. Ton enfant respire. Bon. Je vais te rappeler. Nous sommes rentrés ensemble en Kabylie. Bref. Donc, un enfant, en 95, un enfant qui a été refusé d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale en France a été soigné en Algérie en moins d'une semaine. Une semaine, 8 jours. Il a été
soigner en Algérie. Maintenant, cet enfant actuellement, il fait environ 1,80 m, il est marié et il a des enfants. Lui-même a des enfants. Il se porte comme un charme. Donc, à travers 2 cas de santé, et le cas de santé d'un général, qui a été envoyé en France, accompagné pour, une fois revenu, il va être mis en prison. Quel est le niveau d'affaissement du niveau du système de santé en Algérie? Alors que il y a des processus qui vont durer encore longtemps, 15 ans, 20 ans, 25 ans, pour remonter à un niveau de qualité qui a existé en Algérie il y a 20 ans. Où est-ce que nous mène un état-major caporalisé, une présidence conciergerie, une banque centrale pour crématoire? Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, résistez dans cette dignité. Résistez avec courage, avec patience. Soyez lucides dans vos actions. Soyez solidaires. Même si les mots que nous venons de dire sont durs vis-à-vis de ceux qui prennent les décisions publiques en Algérie, la dureté doit être d'un niveau supérieur. Mais gardez toujours cette lucidité d'avoir un État fonctionnel, un État debout, avec des ministres, avec des maires, avec des walis, même s'ils ne font absolument rien. Ils sont là pour au moins fournir des bons de carburant pour les ambulances des hôpitaux, fournir un papier pour un monsieur qui veut travailler, voilà, un minimum, pour ce minimum. Chers compatriotes d'Algérie, le cœur fait mal, mais promesse que pour les détenus d'opinion, nous allons, avec lucidité et sagesse, nous allons tenter d'élargir cette brèche, okay, qui s'est ouverte. Une autre fois, nous demandons pardon aux détenus d'avoir participé dans leur maintien en prison. Merci à vous tous. Et à de meilleurs moments.